Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le Premier ministre burkinabé Christophe Dabiré était face aux députés le 16 mai. Le chef de la primature a prononcé un discours bilan de l'action gouvernementale au cours de l'année 2018, une première depuis sa prise de fonction. La nouvelle capitale administrative égyptienne s'érige progressivement dans le désert à l'est du Caire. Elle n'a pas encore de nom, mais sa livraison est prévue en juin 2020, bien qu'un retard soit déjà prédit, faute de financement suffisant. Et la Côte d'Ivoire se dote d'une stratégie nationale pour favoriser l'inclusion financière. L'intention des autorités est de porter les services financiers et bancaires à 60% à l'horizon 2024, contre moins de 50% actuellement. Au Burkina Faso, le Premier ministre Christophe Dabiré s'est exprimé devant les députés le 16 mai. Il a dressé un bilan de l'action gouvernementale menée au cours de l'année 2018 en soulevant les avancées majeures enregistrées au plan de la gouvernance, une première depuis sa prise de fonction en janvier 2019. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Le Premier ministre Christophe Dabiré, pour son premier bilan, était face à la représentation nationale ce jeudi 16 mai 2019. Dans un effort de synthèse, il y a dressé un bilan positif de l'action gouvernementale au titre de l'année précédente. Parmi les avancées à retenir des 5 grands axes de sa déclaration de politique générale, les réformes institutionnelles, la préservation de l'intégrité du territoire, la consolidation des valeurs fondamentales de liberté, de justice et des droits humains, ce malgré le contexte sécuritaire particulièrement difficile. Je tiens à dire toute mon admiration et à encourager les agents de l'administration déconcentrée et des collectivités territoriales qui sont restés à leur poste de travail pour assurer la continuité du service public et la présence de l'État dans les zones difficiles. Un discours tenu en l'espace d'une heure est largement teinté d'une volonté de vaincre le terrorisme. Je suis très satisfaite de ce discours de son Excellence, donc le Premier ministre, qui a fait un discours qui appelle à la conciliation, qui appelle à la cohésion, à l'unité. Il y a des éléments dans le discours qui montrent un certain pragmatisme et la mise en œuvre d'un train de mesures qui sont supposées nous permettre de remporter la victoire sur le terrorisme. Avec une croissance économique de 6% en 2018, l'amorce véritable du processus de réconciliation reste bien entendu l'un des défis majeurs auxquels son gouvernement promet de s'attarder en 2019 afin de garantir la bonne mise en œuvre du plan national de développement économique et social, le PNDES. La situation sociopolitique camerounaise est sous tension depuis fin 2016 entre la crise des séparatistes dans les régions anglophones et l'arrestation de l'opposant Maurice Kamto et de ses partisans en janvier 2019. Le climat est loin d'être apaisé, ce qui explique la venue de plusieurs représentants de la communauté internationale ces derniers mois pour tenter d'aider le gouvernement à amorcer un processus de paix. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Les autorités camerounaises multiplient les actions en vue de la résolution de la crise anglophone. Sur le plan sociopolitique, on a noté la création du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration et l'accélération du processus de décentralisation, ainsi que le lancement d'un plan d'urgence humanitaire de plus de 12,716 milliards de francs CFA. Malgré toutes ces mesures, les tensions demeurent dans les régions anglophones du Cameroun. Toutes les démarches qui sont entreprises par le gouvernement camerounais dans l'optique de la résolution de la grave crise politique, idéologique, identitaire et sécuritaire qui secoue les parties anglophones du pays sont des mesures qui sont intéressantes et qui sont appréciables du point de vue de leur consistance. Depuis 2017, la crise socio-professionnelle de départ s'est radicalisée, entraînant une réponse militaire des autorités. Une erreur stratégique de l'avis de certains observateurs. Des populations se plaignent de ne pas être entendues, de ne pas être écoutées à la hauteur de leurs desiderata, que leurs points de vue ne soient pas intégrés, ne soient pas pris en compte dans la gestion des choses qui les concernent, et croire que vous pouvez vous limiter à adopter des résolutions au niveau central et les imposer ainsi aux populations qui se plaignent justement de marginalisation. Il est important d'intégrer la dimension historique, la dimension identitaire, la dimension culturelle qui permet donc de comprendre les ressorts du conflit. Ouvrir l'espace au dialogue inclusif avec les séparatistes, les autorités camerounaises se disent prêtes. Le gouvernement a annoncé en mai 2019 la tenue prochaine de discussions autour des revendications des sécessionnistes, exception faite de la partition de l'État du Cameroun.
Désengorger le Caire, qui est actuellement la ville la plus peuplée d'Afrique. C'est le but de la nouvelle capitale administrative égyptienne qui est en train d'être construite dans le désert. Elle n'a pas encore de nom, mais sa livraison est prévue en juin 2020, même si les problèmes de financement rendent ces objectifs incertains. Plus de détails avec Corinne Camden. Le gouvernement égyptien veut commencer à diriger le pays depuis une nouvelle capitale construite dans le désert à partir de la mi-2020. Mais le projet de 58 milliards de dollars risque de ne pas être livré à temps. Il a du mal à collecter des fonds et à surmonter divers défis. Il a récemment perdu un investisseur principal des Émirats arabes unis et est à présent géré par le ministère du Logement et l'autorité de l'ingénierie de l'armée. Nous réalisons un projet de grande envergure avec des investissements d'environ 1000 milliards de livres égyptiennes une fois achevé. D'où proviennent les fonds? Nous ne recevons pas un seul centime de l'État. L'État a déjà ses nombreux engagements et son fardeau financier. Nous ne prenons donc pas d'argent de l'État. Alors où obtenons-nous notre financement? Nous l'obtenons des revenus générés par la vente de terrain. Le projet lancé par le président Abdel Fattah el-Sisi en 2015 avait pour objectif de trouver une solution à la surpopulation du Caire. Jusqu'ici, environ 20% des investissements concernant ce projet provenaient de l'étranger. La Chine ayant notamment débloqué 4,5 milliards de dollars pour son financement. Nous avons achevé environ 50% du projet. J'entends ici le projet avec toutes ses composantes, à savoir les bâtiments, les routes, les installations, le système intelligent, tout ce qui est lié au projet. Eau usée, électricité, route, gaz. À terme, la nouvelle capitale administrative, censée être la plus grande ville planifiée au monde, devrait être en mesure de fournir des logements à 6,5 millions d'habitants répartis sur plus de 700 km² entre le Nil et le canal de Suez, à 45 km à l'est de la capitale actuelle, le Caire. Le gouvernement ivoirien a adopté le 15 mai 2019 une nouvelle stratégie nationale. Objectif, porter le taux d'inclusion financière à 60% à l'horizon 2024. Actuellement, ce taux est de moins de 50%. Cette inclusion financière devrait permettre à l'État ivoirien de mobiliser davantage d'épargne nationale pour développer l'économie. Siam Victoria Sédji. Une nouvelle stratégie nationale pour améliorer l'offre de services financiers et bancaires de base pour les consommateurs ivoiriens. Le gouvernement vient de l'adopter ce mercredi. S'étendant sur la période 2019-2024, elle devrait permettre à terme d'atteindre un taux d'inclusion financière de 60%. Selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire a connu un taux d'inclusion financière galopant qui est passé de 34% en 2014 à 41% en 2017 grâce à une forte pénétration des services financiers mobiles. Il s'agit plus spécifiquement d'améliorer l'accès aux services financiers des populations vulnérables, de promouvoir la finance numérique et de mettre en place un cadre fiscal et politique favorable à l'inclusion financière. Avec ce taux actuel, la Côte d'Ivoire peine à mobiliser une épargne nationale à même de financer son développement. Le secteur bancaire compte une trentaine d'établissements et leur inaccessibilité pour les couches défavorisées constitue un frein. En 2016, les citoyens ayant un compte bancaire atteignait par ailleurs 19,7% de la population. La pénétration de la microfinance, 10%. Je pense qu'il y a essentiellement deux choses à faire. Tenir compte des avancées technologiques du moment et celles à venir. Donc il faut impliquer aussi la Banque centrale dans ces travaux-là. Il faut impliquer aussi les associations de consommateurs, la société civile, qui vont remonter les véritables problèmes des couches un peu plus défavorisées par rapport aux autres. Créée en mai 2018, c'est l'Agence de promotion de l'inclusion financière qui conduira cette ambitieuse stratégie en cohérence avec la stratégie régionale d'inclusion financière adoptée en 2016 par la BCEAO. Dégâts des eaux dans la capitale malienne Bamako. En effet, des pluies torrentielles se sont abattues dans la matinée du 16 mai, provoquant des inondations, des dégâts matériels et faisant une dizaine de pertes en vie humaine. Les secours se sont organisés pour venir en aide aux sinistrés. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Aux premières heures de ce jeudi 16 mai 2019, c'est une pluie diluvienne qui s'est abattue sur Bamako, inondant de nombreux quartiers de la capitale malienne. Il s'agit entre autres de Bangoni, Daoudabougou, Bako Djikoroni, Tchébani et Kabala, Yirimayo, Kalabankura et Sotuba.
Au quartier Niamakoro, les habitants n'ont pu que constater les dégâts. Il y a eu beaucoup de dégâts. La preuve, nous avons des voisins dont les voitures ont été emportées. Malheureusement, j'ai perdu un ami dans cette inondation. Ma maison a été submergée et l'eau m'a atteint à la poitrine. Nous avons été obligés d'évacuer les enfants et les femmes pour nous réfugier sur les toits des maisons. D'après un premier bilan dressé par les autorités, au moins 15 personnes ont perdu la vie dans ces inondations. Plusieurs autres ont été blessés et des dizaines de maisons détruites. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu une pluie de ce genre. Vous pouvez visiter nos maisons. Elles ont toutes été détruites. C'est une vraie catastrophe. Le gouvernement malien, à travers la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes, a tenu une réunion d'urgence co-présidée par les ministres de la Sécurité et de la Protection civile, de la Santé et des Affaires sociales, de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.